édition de notre plateau télé Caractère. On est très heureux de vous retrouver. On va parler aujourd'hui du monde de l'emballage. On va s'intéresser à l'emballage en carton compact. On a trois tables rondes à vous proposer au cours de l'après-midi, au cours desquelles on va chercher à vous donner un aperçu des grandes dynamiques du marché de l'emballage en carton compact. Pour cette première table ronde, on a voulu prendre une vision haute et vous donner une idée des grandes tendances, des grands enjeux du marché de l'emballage aujourd'hui. Et pour ça, j'ai trois spécialistes qui sont avec moi en plateau. Jean-Marc Lebar, vous êtes actionnaire des cartonnages Lebar. Vous êtes dans Lyon et vous êtes spécialisé dans les boîtes en carton compact pour la pâtisserie, la confiserie et l'alimentation hors portée. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous êtes aussi président de la Fédération du cartonnage. Bonjour et bienvenue. Merci. Camille Viau, vous êtes directeur général d'ASV Packaging. Vous êtes à Châteauroux et vous avez des sites de production au Mans et à Valence. Et vous êtes dans les étuis et les boîtes pliantes pour l'industrie agroalimentaire. Bienvenue également. Merci pour l'invitation. Et puis Richard Morali, vous êtes dirigeant de SB Graphique, vous êtes en région parisienne. Et vous êtes vice-président du GMI, groupement des métiers de l'impression. Tout à fait. Alors vous, à la base, vous êtes imprimeur commercial. Vous êtes une imprimerie de labeur, et puis vous avez choisi de vous diversifier dans différents domaines connexes, comme l'étiquette sèche, la PLV, et puis maintenant l'emballage. Et dans un instant, vous nous parlerez un petit peu de cette diversification. Mais avant ça, Jean-Marc Lebar, j'ai envie de démarrer avec vous. Où en est le marché du packaging aujourd'hui ? On sait qu'il y a eu des très belles années jusque vers 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et qu'est-ce qui s'est passé après et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc, on avait un marché qui était en développement régulier jusqu'en 2019. Après le trou d'air du Covid, le marché a connu une expansion extrêmement rapide, comme elle n'avait jamais connu historiquement. Qui a duré pendant 2 ans et demi, et depuis la mi-2023, la rivière rentre dans son lit. Donc on a l'effet inverse, une période où la profession en général n'était pas capable de livrer les clients tellement la demande était forte, et la profession pendant cette période a investi pour faire face à cette demande. Aujourd'hui on a une profession qui est plus forte en capacité et une demande qui ressemble plus à celle d'avant. Donc il y a un effet ciseau qui est plutôt négatif là. Qui rend les choses plus compliquées. On est en surcapacité aujourd'hui ? L'ensemble des producteurs sont en surcapacité. D'accord. Donc ça c'est assumé. C'est assumé. En plus, monsieur qui est là en est la preuve vivante. Comme le marché était demandeur, beaucoup de gens sont tournés vers des imprimeurs en disant « j'ai un cartonnier mais il ne me livre pas, fais quelque chose pour moi ». Et les imprimeurs ont dit « pas de problème, on va acheter des machines ». Ils sont donc rentrés sur un marché qui était très demandeur, et plus ou moins en caricaturant, quand ils ont reçu les machines, le marché n'était plus demandeur. D'accord. Camille Viau, vous m'expliquez, quand on a préparé cette table ronde, que les transformateurs de carton compact ont plutôt tendance à se regrouper, à se concentrer, que les fabricants de carton se concentrent eux aussi, et que l'enjeu pour une entreprise comme la vôtre, je crois que vous êtes un peu plus de 200 personnes, je crois. Tout à fait. Donc l'enjeu pour une entreprise comme la vôtre, c'est de rester indépendant dans un marché qui se concentre. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. On parlait de 2019, le Covid. Très rapidement, les volumes ont explosé et les cartonniers, eux, se sont consolidés. Aujourd'hui, les 5 majors détiennent 90% du marché du carton plat en Europe, ce qui veut dire clairement qu'il y a peu d'interlocuteurs et que les sources potentielles se sont restreintes. Là-dessus, si on regarde tout simplement, et ça fait encore la une tout dernièrement, DS Smith et IP ou Smurfit et Westrock, on voit bien que les géants mondiaux deviennent de plus en plus grands. Et face à ça, pour faire le lien de proximité avec nos clients, il faut absolument qu'on reste indépendant. Jean-Marc Lebar, vous avez touché le sujet un petit peu tout à l'heure. On a vu un certain nombre d'imprimeurs commerciaux qui se sont intéressés
au marché de l'emballage et qui ont vu ça comme une possible diversification d'activités. Vous en voyez beaucoup ? Alors, on en voit beaucoup qui continuent d'investir. C'est-à-dire, quand on regarde les informations sur des nouveaux investissements, je dirais que dans les machines de cartonnage, dans ce que je vois, 80% des machines qui sont installées en 2024 sont installées chez des imprimeurs qui veulent devenir des packagers ou des entreprises de packaging. D'accord, donc il y a une vraie tendance. Il y a une vraie tendance, d'abord parce que le métier du packaging était plus rentable en moyenne, si on regarde les centrales de bilan, que le métier de l'imprimerie. Donc, il y a une attirance normale à aller vers un métier qui pourrait être plus rémunérateur. Vous parlez au passé, c'est moins le cas aujourd'hui ? Je parle au passé parce que les courbes de rentabilité ont changé dans la profession en fonction des enquêtes que nous fait la Banque de France. On a eu 2 années où, globalement, la production de carton plat a gagné 2 points d'EBITDA, ce qui est énorme, enfin, comme variation, c'est 20 ou 30%. Je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. Richard Morali, je me tourne vers vous. Alors, racontez-moi, comment est-ce que vous avez été amené à prendre ce virage vers le packaging et comment ça s'est passé ? En fait, on a toujours été à l'écoute de ce qu'on pouvait apporter à nos clients et développer des secteurs dans lesquels on n'était pas. On était imprimeur labeur classique, après on s'est mis à l'impression UV. À l'époque, c'était pas encore la mode. À l'époque, c'est pas UV LED, tout ça, donc on était dans l'UV traditionnel. On a vite compris pourquoi les imprimeurs ne voulaient pas se mettre dans l'UV, parce que c'est quand même encore un autre métier, de travailler du plastique, du PVC, du polypro. Puis à chaque fois, on s'est mis à la sérigraphie, parce que c'était en complémentarité avec l'ensemble du produit. Et puis récemment, un de nos clients importants nous a demandé de maîtriser l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on imprimait, on découpait, ou alors on laissait la découpe à la personne qui allait faire le pliage-collage, mais on n'avait pas tout le reste, la dorure, le pliage-collage. Donc on a investi un peu pour ce client en particulier. Et puis ensuite, on s'est dit, on a le matériel, on va aller un peu plus loin. Et comme on a en amont toute la partie, je dirais, lourde, c'est-à-dire la machine à imprimer, quand même c'est un investissement important, les bobst, il nous restait à investir dans une machine à dorer et puis une plieuse-colleuse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va concurrencer les grands acteurs. C'est un service complémentaire, supplémentaire. On est en train d'apprendre. On est débutant. On n'arrive pas en terrain conquis. Mais l'idée, c'est de proposer, alors toujours dans une démarche. C'est le grand mot, c'est la grande tendance, c'est une démarche RSE. L'idée, c'est de ne pas faire 5 allers-retours chez un confrère, mais de tout faire en interne et de limiter le bilan carbone du produit. Parce qu'aujourd'hui, on propose à nos clients un bilan climat-calque de chaque produit. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on a un bilan plutôt positif. Donc, en fait, vous imprimiez déjà des emballages et vous avez investi pour compléter la partie finition. Beaucoup de cartonniers n'étaient pas tous très bien équipés en impression. Du fait, comme peut-être on vous l'avait très bien dit, que c'est la machine la plus chère et, c'est l'investissement qui est la plus complexe à maîtriser. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la plieuse-colleuse, c'est facile à maîtriser. On apprend, on s'adapte, on essuie un peu les plâtres en ce moment, mais c'est très intéressant. Et puis c'est aussi pour l'intérêt du travail, dans un nouveau secteur, sans lâcher le reste, parce qu'on n'est pas en train de tout transformer, pour tout mettre dans le packaging, mais c'est toujours intéressant, et pour les équipes, et pour les dirigeants, d'avoir des nouveaux produits. Alors c'était il n'y a pas très longtemps, je crois. Ça fait combien de temps que vous avez pris ce virage ? Ça fait quelques mois, mais on faisait déjà ces travaux-là pour nos clients, mais sans aller jusqu'au bout. Ouais. C'est l'idée principale, en fait. D'accord. Et alors, vous avez peu de recul, mais quel bilan vous en faites aujourd'hui à ce stade ? Ça valait le coup ? Ah oui. Ouais. Oui, ça valait le coup, pas aujourd'hui financièrement, attention, mais c'est dans l'aventure. C'est un autre secteur. Ça nous donne la même impression que lorsqu'on s'est lancé, je donnais l'exemple tout à l'heure, dans l'UV ou dans le très grand format en E7. Il a fallu s'adapter, il a fallu consacrer du temps, quelques nuits, beaucoup de galères, et puis on arrive à quelque chose qui peut être très satisfaisant. Donc c'est une valeur ajoutée, on en parlait tout à l'heure, à apporter à la société, quoi. Il y a une question de confiance aussi, d'accompagner votre client. Exactement. C'est aussi une question de confiance réciproque qui est important aujourd'hui dans notre cœur de métier, qui est l'emballage, avec une grosse flexibilité. Et ça fidélise. Donc beaucoup d'avantages, en fait.
Pour l'instant. Alors moi, ce que j'entends beaucoup dire, j'ai beaucoup de voix qui me disent attention, faire de l'emballage, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il suffit pas de s'équiper en matériel. Il y a tout un apprentissage à faire. C'est un métier qu'on n'acquiert pas du jour au lendemain. La courbe d'apprentissage, elle est si raide que ça ? Il ne faut pas hésiter à s'entourer de formateurs. Là, le budget formation, il passe énormément là-dedans, et de bons formateurs. Et puis, il faut savoir dire, ça, on ne sait pas faire. C'est comme en toute chose. Donc, on ne va pas aller prendre tout et n'importe quoi. Il faut savoir adapter notre offre au matériel et à nos connaissances. Et vous avez recruté du monde pour faire ça ou vous avez... Non, on a tout fait en interne. D'accord, donc vous avez formé les gens chez vous. Il y a plusieurs personnes qui sont formées. Alors nous, en même temps, avec mon associé, on se forme aussi. Mais franchement, c'est motivant. C'est un beau secteur. Ok. Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est celui des emballages éco-conçus. Et on parle du remplacement du plastique par des emballages carton ou des emballages papier dans les produits de consommation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une tendance, Jean-Marc Lebas ? Alors, au niveau, là je parle non pas de mon entreprise, mais de manière générale au niveau de la profession, on a été tous énormément poussés en 2021 sur la transition plastique-carton, qui était vraiment le truc dont tout le monde parlait et où les spécialistes parlaient de volumes très importants de transition. Ça s'est mis en place, ça continue à se mettre en place sur la poussée d'acheteurs qui veulent sortir le plastique de leur gamme, principalement chez des gros acheteurs qui ont des services propres RSE importants. Donc le trend long va se poursuivre. Ce qui a modifié la courbe d'expérience, c'est qu'on a eu ce qu'on appelait le phénomène de l'hyperinflation suite à la sortie de Covid, qui fait qu'aujourd'hui le consommateur final, donc le client du client de notre client au bout d'un certain temps, recherche le coût le plus bas. Or le carton, quelle que soit la qualité de l'entreprise qui le transforme, ça vaut entre 3 et 6 fois plus cher que du plastique. Donc, on a une petite période où on a beaucoup développé plein de choses parce que c'est beau, le carton c'est beau, vous avez derrière vous des jolies photos, on sait faire des choses en carton. Et aujourd'hui, les gens nous disent c'est beau, mais c'est cher. Donc je pense que transition il y aura, et nous personnellement nous continuons à travailler sur des réalisations de matériaux qui permettent de remplacer le plastique dans ce qui est aujourd'hui des plastiques pelliculés. On y arrive, mais la courbe d'expérience sera plus longue. D'accord. Donc il y a un aspect marché et puis il y a un aspect technique. On n'a pas forcément encore les produits, les matériaux. Il n'y a rien de mieux que le plastique. Il faut être honnête, je suis cartonnier et président de la Fédération du cartonnage, et je vous dis, rien de mieux que le plastique. Financièrement. Même les capacités, les capacités mécaniques et tout ça. La scellabilité, plein d'avantages. Donc il faut qu'on progresse pour avoir les mêmes avantages, ou le maximum d'avantages du plastique, et qu'on arrive à le faire dans un coût qui soit le plus raisonnable possible. D'accord. Mais excusez-moi, mais il y a quand même la dimension écologique. Oui. On parlait Bien sûr. Ça joue aussi. Alors, les grands groupes ont des services RSE. Oui. Ça dépend. Qu'en est-il ? Vous avez des grands groupes qui ont dit il ne faut plus de plastique chez nous. J'en connais un. Et vous avez des gens qui disent il en faut moins. D'accord. Et il y en a, je suppose, qui disent on ne veut plus de plastique à condition que l'alternative ne soit pas trop chère. Ah ben, si vous acceptez de revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire avant le Covid, etc., on était tous chez nos clients en disant il faut des matériaux écologiques, etc. Les services achats répondaient vous avez raison, dès que vous serez au prix du plastique, on bascule là-dessus. Bien évidemment, on ne savait pas faire. Ouais. Ensuite, les gens ont été poussés par le vent de l'histoire et certains ont accepté d'acheter des produits 3, 4, 5, 6 fois plus chers que ce qu'ils achetaient en plastique parce qu'au bout de la chaîne, il y avait un consommateur qui acceptait de payer le surcoût. Ça
c'était 2021 par là, C'était 21, 22, avant la crise de l'hyperinflation. Mais d'une manière simple, vous êtes dans un linéaire chez Carrefour au niveau de l'alimentation, la pâtisserie et le reste. Il y a une période, il n'y avait que du plastique, et puis il y a eu 50% de carton, 50% de plastique, et il y a maintenant 90% de plastique. Ouais, je comprends. Alors, il y a des imprimeurs qui ont des solutions. C'est votre cas, Camille Viau. Vous avez conçu un emballage alimentaire en carton, en alternative à la barquette plastique. Est-ce que vous voulez m'en dire quelques mots ? Alors, on est en plein dans le sujet. La barquette plastique, pour nous, c'est la solution à l'opaque. Elle présente entre 80 et 95% de carton. La barquette carton, hein. La barquette carton, Ouais. qui remplace, qui est notre alternative à la barquette plastique, avec un liner, donc qui garantit les mêmes spécifications en termes de microbio ou en termes de DLC. Par Barrière à la graisse, barrière à l'humidité, à barrière l'oxygène. à l'oxygène. À l'humidité, et donc on arrive c'est l'humidité. Et tout à fait. C'est du plastique. Plastique, c'est la Mais meilleure c'est du barrière du plastique sur lequel, avec une très fine épaisseur, on vient thermoformer sur une barquette carton qui donne le corps. Le point essentiel, il est que l'économie, aujourd'hui, lorsque vous avez le contenu qui prend 20%, il est compliqué de mettre 3 fois le prix dans une barquette carton par rapport à la barquette plastique. C'est la première des choses. Puis la deuxième des choses qui ne nous aide pas, c'est la régulation, la législation, qui, on l'a vu sur les fruits et légumes, a fait un pas en avant, on interdit le plastique, un pas en arrière, on le remet. Et aujourd'hui, ça s'appelle la PPWR, Paper Packaging Waste Reduction, qui n'est toujours pas claire et qui ne nous donne pas la visibilité pour demain. Le consommateur la veut, les entreprises le veulent, mais aujourd'hui, non seulement il y a un flou artistique sur la loi, mais en plus, on se retrouve avec un gros différentiel économique. Donc il y a eu en fait la loi AGEC qui allait dans le bon sens, Oui. et puis il y a ce règlement européen qui, je crois, doit être voté en version finale dans pas longtemps. Là, et Il a été adopté. Ça y est, c'est adopté. Il a été traduit. Et donc il va entrer en vigueur en début 2025, c'est ça ? Oui. Ok. Et donc là, pour le coup, ça ne va pas dans le bon sens. Ça reste toujours très nébuleux. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est quand même beaucoup plus de clarté, parce que qu'est-ce qu'une barquette hybride ? Qu'est-ce qui est recyclable, recyclé ? On parle de PP, de PS, de PET. On a des filières, tous les pays ne sont pas à la même page. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment clair par rapport à ce que le consommateur peut identifier facilement. Et donc ce produit à l'opaque, je crois vous me disiez, il est 2 à 4 fois plus cher qu'une barquette plastique. C'est exactement ça. Jean-Marc Lebar disait tout à l'heure 3 à 6 fois, donc là c'est Ça plutôt dépend 2 à des 4 cas, fois. oui. Parce que Dépend de la barquette ça plastique dépend en face aussi. Ça dépend aussi de la barquette en elle-même, mais il faut compter ça. Il faut compter 2 à 4 fois plus cher pour avoir une barquette qui présente des avantages. Elle peut être imprimée, oui, mais qui présente aussi des inconvénients. Le premier étant un gap économique qui est non négligeable. Et puis je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui est qu'il faut que les industriels adaptent leur chaîne de fabrication pour pouvoir remplacer la barquette plastique par une barquette carton. Alors aujourd'hui, il faut surtout l'intégrer dans le flux, parce que vous ne stockez pas une barquette carton comme vous stockez une barquette plastique en termes d'humidité, mais aujourd'hui, on arrive à passer sur les mêmes lignes de conditionnement. D'accord. Et si vous pouvez Jean-Marc Lebar, juste sur ce sujet, de toute façon, aujourd'hui, les acteurs sont des acteurs avec un raisonnement économique. Je vais citer un cas qui sont les emballages de fruits et légumes. La loi AGEC avait interdit les barquettes plastiques jusqu'à 1,5 kg. Ouais. Les transformateurs qui emballent les fruits et légumes ont changé leur chaîne d'emballage pour passer sur des barquettes carton. La loi AGEC a été mise en cause par les sages qui l'ont fait tomber. L'écart de prix est tel que les types disent on préfère que notre nouvelle chaîne d'emballage, on la mette sous bâche, qu'on reprenne la vieille, pour récupérer. Parce que de toute façon, ils sont portés par le mouvement économique. Et donc, ça pose des problèmes pour des cartonniers, ce n'est pas votre cas, mais on a des grands cartonniers qui s'est lancés énormément là-dedans et qui vont souffrir.
Très bien. Eh ben, messieurs, on arrive au terme de notre échange. Un grand merci d'y avoir participé. Merci à vous. À vous tous, merci de nous avoir suivis. Dans 5 minutes, on démarre notre prochaine table ronde. On va parler d'offset et de la place de l'offset dans l'impression d'emballage. On démarre dans 5 minutes. Restez avec nous. Nous démarrons notre seconde table ronde de l'après-midi. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. On va parler maintenant d'impression offset et de la place de l'offset dans le monde de l'emballage en carton compact. Pour en parler, j'ai 2 invités avec moi. Frédéric Pambianchi, vous êtes directeur général de Koenig & Bauer pour la France. Bonjour Edouard, et tout à bienvenue. fait. Merci. Vous allez nous donner dans un instant votre regard de constructeur. Et puis on a un imprimeur avec nous, Jean-Michel Léon. Bonjour, vous êtes président de Cartec, donc vous êtes transformateur de carton compact, vous êtes à Balance, et vous vous spécialisez dans les boîtes pliantes. Tout à fait. Frédéric Pambianchi, je vais commencer avec vous. Des imprimeurs d'emballage, vous en voyez à longueur de temps dans votre activité. C'est quoi leur principale préoccupation aujourd'hui? Leurs enjeux, c'est quoi? Il y a eu beaucoup d'évolutions dans leurs enjeux et dans leur stratégie et dans leurs besoins. Aujourd'hui, la problématique du constructeur pour répondre à leurs besoins, c'est de trouver un équilibre entre j'augmente la productivité et en même temps, je vais baisser l'impact énergétique, l'empreinte carbone. Donc il faut qu'on trouve des développements, des innovations qui vont aller dans ce sens. Donc il y a une grande demande pour, je dirais, aller dans les 2 directions qui semblent a priori opposées, mais charge à nous constructeurs de trouver des innovations pour répondre à ces demandes. Vous me disiez aussi, leur problème numéro 1 à l'heure actuelle, c'est de recruter. C'est un problème qui est extrêmement fort. Ça nous oblige à faire aussi justement de la R&D pour faciliter les conduites des machines, la rendre plus interactive, la rendre plus ludique, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, il y a une difficulté de recrutement qui est relativement forte. Alors, ce n'est pas forcément propre à nos clients imprimeurs, comme M. Léon, c'est aussi valable pour le constructeur, lorsque je dois recruter des techniciens. Mais c'est quelque chose sur lequel ils sont confrontés et nous le partagent effectivement tous les jours. D'accord. Jean-Michel Léon, vous vous reconnaissez dans ce que dit Frédéric Pambianchi? Oui, tout à fait. Il est nécessaire de simplifier l'utilisation d'une presse offset. On va avoir beaucoup de techniciens qui vont peut-être arriver du monde du numérique, voire du monde parallèle, et l'utilisation d'une presse ancienne génération leur est totalement inconnue. Donc l'intérêt aujourd'hui est vraiment d'avoir des presses sur lesquelles, entre guillemets, il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer et d'avoir beaucoup d'aide à la conduite. Le recrutement sera beaucoup plus simple. Les écoles d'imprimerie orientent beaucoup les opérateurs vers le numérique, mais on va devoir conserver une part d'impression traditionnelle et une facilité d'utilisation. Et vos autres enjeux, c'est quoi? Alors d'avoir des presses, comme disait M. Pambianchi, forcément plus économes en énergie, plus économes en matières premières, avec la possibilité de gâcher moins de feuilles au démarrage. On reste sur une solution analogique, donc avec des feuilles qui sont nécessaires pour caler et régler la machine. Et puis, un service après-vente très fort. Ça, c'est quelque chose dont on a absolument besoin. Les machines sont de plus en plus sophistiquées. Il est de moins en moins possible, on va faire un parallèle avec un véhicule aujourd'hui automobile, il est totalement impossible de rentrer dans une machine aujourd'hui et d'aller modifier quelques réglages que ce soit. Donc on compte sur les constructeurs pour nous aider et certainement avec l'intelligence artificielle pour nous aider à prévenir les pannes et potentiellement les réparer plus facilement. Alors, rappelez-moi, vous êtes en offset uniquement ou vous avez un pied dans le numérique aussi? Non, offset uniquement, un gros projet d'investissement numérique, mais qui sera toujours un complément d'impression. Il n'est pas envisageable aujourd'hui de pouvoir remplacer la presse offset par une presse 100%, par une impression 100% numérique. Les 2 machines resteront en parallèle. Mais aujourd'hui, ce n'est que du traditionnel. Pour l'instant, offset uniquement. Tout à fait. Frédéric Pambianchi, vous entendez ces demandes, ces attentes de la part des imprimeurs. Comment est-ce qu'elles guident votre stratégie produit? Comment est-ce qu'elles guident la façon dont vous faites évoluer vos systèmes? Il y a, notre service R&D est entièrement axé sur le besoin qu'ont exprimé M. Léon, parce qu'il exprime le besoin du marché. Ce n'est pas seulement le besoin de Cartec, c'est aussi le besoin du marché. Drupa a été l'occasion de montrer justement les innovations que nous avions sorties à l'occasion du salon pour aller dans ce sens. Donc c'est quoi? C'est nous avons augmenté la vitesse et baissé la consommation énergétique
justement, pour aller dans ce sens-là. Si je compare une machine d'une génération N-2, par exemple, les sécheurs, ils sont passés la consommation énergétique a baissé de 60%. Génération N-2, c'est il y a combien de temps à peu près? Il y a une quinzaine d'années. D'accord. Voilà, génération N-1, ça a baissé de 30%. La partie impression, la presse en elle-même, hors sécheur, on a une consommation électrique qui a baissé de 20-25% entre une seule génération, génération N-1 et aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'automatismes qui ont été mis sur la machine justement pour faciliter la vie de l'opérateur et rendre la machine moins dépendante de l'opérateur. Il y a de l'intelligence artificielle qui est arrivée. Nous avions une partie justement où on montrait la marge et toute une nouvelle technologie dessus pour tout ce qui est réglage automatique et autres, pour la prise en main à distance, etc. C'est très important parce que justement, les machines étant de plus en plus complexes, nous avons de plus en plus besoin de pouvoir se connecter sur les machines à distance. Nous pouvons régler énormément de choses comme ça. Et puis, il y avait aussi la réduction de la gâche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons en permanence. Aujourd'hui, on peut faire démarrer une machine offset avec un nombre de feuilles de gâche qui est très réduit par rapport à une certaine époque. C'est très important. Nous avons même montré une nouveauté où nous supprimons la gamme de couleurs pour réduire la taille du carton. Quand on voit les volumes qu'ils font aujourd'hui à l'année, ça représente quand même énormément de carton. Voilà, donc ça va dans des sens informatiques, dans des sens électriques, dans des sens mécaniques, justement pour aller vers leurs besoins. Très bien. Quand on parle d'impression d'emballage, moi j'entends beaucoup parler d'impression d'emballage en courte série. C'est un domaine dans lequel le numérique cherche à se faire sa place, comme il l'a fait dans l'impression commerciale. Quels sont les atouts de l'offset pour les courtes séries, Frédéric Pambianchi? Alors, la première question qui viendra à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est qu'une courte série? Est-ce que c'est 100 feuilles, 500 feuilles, 5000 feuilles? L'avantage de l'offset, ça va être, on va dire, un coût variable qui est marginal. Et à partir d'un certain nombre de feuilles, mais M. Léon il pourra donner son avis en tant qu'imprimeur, l'offset tient tout à fait sa place parce que, comme nous le disions à l'instant, nous avons réduit la gâche au démarrage, nous avons accéléré les temps de calage. L'offset a toujours la possibilité de mettre des couleurs Pantone, c'est parfois une limitation dans certains environnements numériques. Et puis il y a une notion de qualité qui peut être parfois difficile, même si c'est moins le cas aujourd'hui quand même sur les machines numériques. Donc l'offset a encore sa place. La question c'est de savoir où est-ce qu'on positionne le curseur en fait. Si le besoin du client c'est des tirages à 300, 400, 500 feuilles, effectivement le numérique est peut-être plus performant. Au-delà se pose la question de l'offset. Nous avions nous aussi sur le Drupa justement une solution numérique plutôt orientée emballage alimentaire avec une impression en numérique en jet d'encre base aqueuse. Voilà, donc on a la conviction pour nous, comme il le disait à l'instant, que le monde de demain c'est non pas ou du numérique ou de l'offset mais les deux. Ce sera quelque chose de complémentaire dans les ateliers de nos clients. Aujourd'hui, un job en packaging, on le cale en combien de feuilles? Ça, c'est peut-être une question pour Jean-Michel Léon. Alors, tout ça va dépendre de la difficulté et le niveau de qualité demandé par le client. Nous sommes sur une machine N-1, qui n'est pas forcément une machine dernière génération. On commence à sortir des feuilles bonnes à 250-300 feuilles. Sur une quadrille relativement complexe. Après, si on a besoin de Pantone avec des aplats, avec des recherches de teintes, forcément c'est plus long. Si le client est présent, c'est plus long. Mais à 250-300 feuilles, on peut commencer à sortir des feuilles bonnes. En sachant qu'on a, nous, un mode de fonctionnement, comme beaucoup de nos confrères, qui est de réutiliser forcément les premières feuilles de gâche pour en utiliser nettement moins sur le deuxième passage. Mais le nombre de feuilles nécessaires a vraiment nettement diminué par rapport à des générations N-2 par exemple. Donc 250-300 feuilles voilà, sur une machine N-1. Sur une N-1. Voilà, tout à fait. Une machine actuelle, Frédéric Pambianchi, on serait sur combien? Sur le type de travaux dont parle M. Léon, je dirais 100-150 feuilles. D'accord. Ok, ça marche. Et je suppose que c'est toujours un peu le même principe. On utilise ces feuilles de gâche pour caler la finition. Exactement. La découpe, le pliage-collage, de façon à ce que les seules feuilles réutilisées sur les machines suivantes soient celles qui ont été consommées lors du calage offset. Donc c'est un peu de la gâche en temps masqué en fait. Oui, tout à fait. D'accord, ça marche. On va parler un peu de packaging alimentaire. Dès qu'on parle d'alimentaire, on pose la question du contact avec les aliments. Est-ce que l'offset a des cartes à jouer là-dessus?
Oui, il y a de la recherche et développement qui se fait côté encre et côté vernis. Aujourd'hui, il existe certains de nos clients qui travaillent eux-mêmes sur des solutions qui leur sont propres à base de vernis, justement, pour pouvoir remplacer les pelliculages. Il y a un constructeur allemand d'encre qui a sorti une encre offset, c'était il y a un an et demi à peu près, et c'est la première encre offset qui est en contact direct alimentaire avec du pigment organique. Et ça, c'était. Donc là, on parle de contact direct, pas d'indirect. On parle de contact direct. Donc ça fait un an et demi que maintenant il y a une solution pour l'offset. Et c'est déjà très bien. C'est un premier pas. Peut-être que d'autres suivront. Vient ensuite s'ajouter soit des solutions pour certains avec du vernis ou du pelliculage. Le contact direct niveau 1, niveau 2, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien adressé par le monde de l'offset, déjà, et qui est couvert. Là où il y avait effectivement un manque, c'était sur le contact direct, mais aujourd'hui, il y a une première solution qui est apparue. Sur l'alimentaire, est-ce que vous diriez que l'offset est meilleur que le numérique ? Alors, est-ce qu'on parle technique, encre, Edouard, c'est ça ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas... Capacité des encres et capacité des imprimés à être utilisés dans un contexte emballage alimentaire. Je ne pense pas qu'il y ait un écart qui soit significatif, j'en suis pas certain. Si vous avez un jet d'encre à base aqueuse, si le pigment est relativement orienté alimentaire, l'offset maintenant en tout cas a une solution, ça c'est très important. Et si l'offset est arrivé, je ne vois pas pourquoi le jet d'encre n'y arriverait pas. Ok, ça marche. Alors, on sait que depuis 2 ans, les imprimeurs d'emballage, au même titre que les imprimeurs commerciaux, sont confrontés à une problématique de prix de l'énergie, de prix des matières premières. Est-ce que, dans ce contexte-là, l'offset a une carte à jouer ? Oui. C'était avant la consommation énergétique d'une presse. Offset, il y a encore quelques années en arrière, c'était pas une question. Lorsque nous discutions machine avec nos clients, projet de renouvellement, etc., c'était quelque chose qui n'était jamais abordé. Et lorsque nous l'abordions avec eux, c'était lorsqu'il fallait préparer le site pour l'installation, quelle était la puissance nécessaire. Maintenant, c'est une question. Donc, nous, Koenig & Bauer, mais les autres constructeurs aussi, bien évidemment, nous avons beaucoup travaillé. Nous avions déjà engagé, il y avait une culture de l'économie d'énergie chez nous, notamment sur l'aspect séchage, notamment pour l'environnement emballage et tout ce qui est à base acrylique. Vraiment, aujourd'hui, ancienne presse, nouvelle presse, l'effort il est conséquent et je pense qu'on a baissé en moyenne la consommation énergétique totale entre la presse et le séchage de 40-50%. Donc c'est très très important. Alors 40-50% entre la génération actuelle et la génération N-1, N-2 ? Tout à fait. N-1 ? Entre N-1 et N-2. D'accord. C'est pas, alors ça va dépendre des applications que vont faire les clients. C'est pas un chiffre qui est à prendre au premier degré, mais ça va dépendre de leurs activités. Mais donc là-dessus, l'offset a suivi, de la même manière qu'il a suivi la réduction de la gâche au démarrage, l'accélération des temps de calage. Voilà, il y a encore de la recherche qui se fait pour cette partie-là, pour l'optimisation. Il y a aussi maintenant un environnement logiciel autour de la machine, justement pour le contrôle de la consommation énergétique. Avant, ça n'existait pas. Ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis Drupa. D'accord. Voilà, c'est vraiment très récent. Et demain, Monsieur Léon, de son bureau, il pourra regarder la consommation en direct, vérifier si entre 2 boulots, finalement, qui sont avec des taux de couverture identiques, s'ils ont bien la même optimisation énergétique, s'il y a des efforts à faire de la part de l'atelier ou autre. Et il pourra aller très très finement dans la maîtrise de sa consommation énergétique. C'est devenu un enjeu très important. Le pilotage comme ça de la consommation d'énergie, des dépenses d'énergie, des dépenses en matières premières, c'est quelque chose qui est dans la culture des imprimeurs. J'étais il y a quelques mois chez Exaprint. Alors, eux, ils ont des tableaux de bord qui regardent tous les jours. Alors, la personne qui dirige l'usine vient de l'industrie auto, donc il est programmé pour ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans la culture des imprimeurs ? Alors, qui le devient, qui ne l'était pas jusqu'à présent, c'est clair. Ce que disait M. Pandrenki tout à l'heure, c'est justement le fait que dans le critère d'achat d'une presse numérique, d'une presse offset, le critère consommation énergétique n'était pas du tout pris en compte. Effectivement, on se posait la question quand on installait la machine, qu'est-ce qu'il fallait amener comme puissance électrique. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Tout simplement parce que le coût de l'énergie a explosé. Ça ne veut pas dire s'arrangeant de toute façon. Donc, lors d'un nouvel investissement qui représente déjà des sommes relativement importantes, il faut arriver à avoir un gap quelque part sur
la consommation énergétique, la consommation potentielle de papier. On est sur des coûts d'augmentation importants, matières premières et énergie, et les constructeurs ont bien compris le problème et ont pris le sujet à bras-le-corps. Ça fait partie du retour sur investissement maintenant, du Oui. calcul du retour sur investissement. Alors qu'avant, c'était une case qui n'existait pas dans le tableur. Ouais. Ok, donc réduction de la consommation des machines et notamment des sécheurs, ça c'est pour la consommation d'énergie. Réduction de la gâche, réduction des temps de calage, ça c'est pour la consommation de matières premières. Donc tout ça, ça rentre maintenant dans une décision d'investissement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est un sujet qui est longuement discuté. Et une machine aujourd'hui, c'est quelque chose qui est configuré sur mesure. Et on va travailler longuement avec nos clients dans la construction de la configuration pour être certain que nous avons tout optimisé. Et est-ce qu'il y a telle ou telle option, un retour sur investissement? L'énergie en fait partie, le contrôle de l'énergie, etc. Très bien. Alors on sait que les imprimeurs sont aussi engagés dans une démarche éco-responsable de plus en plus, poussés par leurs clients d'une part, mais aussi ils ont leur propre démarche et ils la mettent beaucoup en avant. Ça on le voit de plus en plus. Est-ce que l'offset est un argument en termes d'impression éco-responsable? Jean-Michel Léon, qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que l'intérêt de l'offset, c'est que nous travaillons à partir de produits consommables parfaitement connus, maîtrisés. Les encres offset aujourd'hui, dans le cas de Cartec et d'un grand nombre de nos confrères, les encres sont des encres à base d'huile végétale, avec des caractéristiques de faible migration, faible odeur. Les vernis acryliques également sont totalement compatibles et en contact élémentaire indirect, voire direct, pour des vernis barrières. Ces matériaux-là sont parfaitement connus, des tests et des études sont faites depuis très longtemps. Et aujourd'hui, pour proposer à un client un produit qui va être le moins impactant possible sur le côté environnemental, il est très facile de dire, entre les cartons certifiés PEFC ou FSC et les encres à base d'huile végétale et les vernis acryliques, on a une solution la plus neutre possible. Je sais que les fabricants de machines numériques ont essayé de faire des progrès et ont fait de gros progrès dans cette ligne-là, mais les retours pour l'instant sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on peut avoir en offset. D'accord. Alors, quand on parle de démarche éco-responsable, il y a aussi ce sujet connexe de l'effort de remplacement du plastique par du carton ou du papier dans l'emballage de produits de consommation. Est-ce que là aussi, c'est un domaine dans lequel l'offset a des cartes à jouer, des arguments à mettre en avant? Frédéric Porbianchi. Alors, nous, de notre côté, en tant que constructeur, on voit que nos clients, plutôt orientés emballage, il y a effectivement une forte migration du plastique vers le carton. Il y a encore des environnements où le carton ne répond pas à des problématiques techniques ou commerciales, mais en tout cas, ils poussent tous pour basculer vers le carton, et je pense que ça vient aussi de leurs clients. Certains essayent d'ailleurs d'innover, mais ça, je laisserai M. Léon en parler. D'une façon très performante, et l'offset là-dedans, il a une place à jouer entière, parce que le carton, c'est un produit qui est parfaitement maîtrisé par le monde offset, qui s'imprime très bien, qui sait faire des qualités de très très hautes très facilement, et je pense que dans ce cadre-là, l'offset a une place pour le futur qui lui est vraiment assurée. Jean-Michel Léon, vous avez développé un blister carton qui se présente comme une alternative au blister plastique. Vous voulez nous en dire quelques mots très rapidement? Alors en fait, nous avons proposé une solution de cartes plus coques carton qui viennent en lieu et place des cartes et coques plastiques chez les clients finaux, les conditionneurs, pour remplacer en fait l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui présentés sous blister plastique. Donc tout est imprimé en offset avec des vernis déposés en ligne, d'où l'intérêt de l'offset, des vernis thermoscellants, des vernis thermorésistants. Alors pas d'étanchéité ni à l'air, ni à l'humidité, ni à la graisse, donc c'est réservé à un certain nombre de produits, mais pour la majorité des produits industriels, entre guillemets, on a une solution pour supprimer le blister plastique, qui est censé être de moins en moins utilisé à partir du 1er janvier 2025. Ouais.
Et les clients réagissent comment? Ils trouvent ça bien, ils le veulent, ils trouvent ça trop cher? On a des clients qui sont très demandeurs et qui ont imposé des services marketing de grands groupes français, ont imposé à leur service achat de supprimer le plastique dans les blisters. Donc on est plutôt très en avance et on travaille avec eux. On a des clients plutôt suiveurs, mais qui commencent à regarder un petit peu. Alors sachant qu'il faut de nombreux mois, pour compter 4 à 8 mois pour arriver à changer l'ensemble du process de production, puisque beaucoup d'inertie. Et puis, il y a les clients qui attendent la dernière minute pour basculer. Mais il y a une vraie démarche aujourd'hui. Le pli est prêt et les clients finaux, en GSB par exemple, sont très attirés par les solutions tout carton. Très bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. À vous tous, merci de nous avoir suivis. On démarre dans 5 minutes notre 3e et dernière table ronde de l'après-midi. On va parler d'impression numérique et de la place du numérique dans l'emballage. On démarre dans 5 minutes. Restez avec nous. Bienvenue à cette 3e et dernière table ronde de notre plateau télé caractère consacré à l'impression d'emballage. On va parler maintenant d'impression numérique et de la place du numérique dans l'emballage en carton compact. Et j'ai avec moi 4 invités autour de la table. Marion Emilino, vous êtes responsable marketing France chez HP. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes venu avec Philippe Baudet. Bonjour. Philippe, vous êtes account manager packaging chez HP Indigo. Exact. Vous êtes en charge des ventes de presse dans le domaine de l'emballage pour la France. Bienvenue également. Merci. Puis on a 2 imprimeurs avec nous. Mathieu Gardère, vous êtes directeur général d'Incarta. Vous êtes à Agen. Tout à fait. Et vous produisez des emballages pour la cosmétique, la pharma, l'alimentaire et le tabac. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes équipé en offset numérique et vous avez une HP Indigo 30 000. C'est bien ça? Exactement. Et puis Jonathan Alain, vous êtes directeur général de VP37. C'est un des 6 sites de production du groupe Verpac. Effectivement. Alors Verpac, vous êtes dans le packaging de luxe, vous êtes dans la beauté, la parfumerie, les spiritueux, les produits d'épicerie fine. Effectivement, c'est ça. Les homes fragrances aussi. D'accord. Et vous-même en particulier, vous avez en charge le développement de la solution digitale du groupe Verpac. Oui. Et vous avez une Indigo 15K HD que vous avez depuis 2 ans, je crois. C'est ça. Très bien. Alors, quand on parle de numérique, quand on parle de court tirage, on parle de sérialisation, de segmentation. Marion Emilino, je vais commencer avec vous. On va faire un peu de sémantique. Court tirage, on voit ce que c'est. Sérialisation, segmentation, on parle de quoi ? Alors, je vais reposer les définitions, c'est ce que tu me demandes. Alors, la partie court tirage, c'est un job qui peut être produit en offset, mais dont la quantité produite, en fait, va être tellement minime qu'elle ne va pas trouver sa rentabilité en offset. Donc là, on parle de court tirage. Quand on va parler après de sérialisation, on parle d'un produit qui va être numéroté ou personnalisé. Donc, chaque produit étant différent, in fine, ce qui va permettre d'assurer une certaine traçabilité et une authenticité sur le produit. La segmentation, on va avoir un produit qui va être décliné en plusieurs sous-produits finalement, donc plusieurs déclinaisons, et c'est pour ça qu'on parle derrière de segmentation. Donc court tirage, un produit petite quantité qui peut être produit en numérique de par son manque de rentabilité sur l'offset, la sérialisation produit unique et la segmentation multi-référence. Donc, sérialisation, par exemple, marché de la pharma, je suppose, ou segmentation, par exemple, je suis fabricant d'arômes pour des cigarettes électroniques, j'ai 15 ou 20 références différentes. On parle de segmentation. Sérialisation, on va avoir une boîte de médicaments qui va être tracée avec un numéro de série. Voilà. Très bien. Alors, l'impression numérique, elle permet d'aller chercher quel type de marché dans l'emballage. Mathieu Gardère, je crois que vous faites 25% de votre chiffre d'affaires en numérique. Un petit peu moins, on aimerait bien faire 25%. Ouais. Mais alors, nous, on n'adresse pas forcément des marchés spécifiques.
On répond plutôt avec les spécificités du numérique à des besoins des clients particuliers. Après, il y a des marchés comme le marché des huiles essentielles qui a justement de la segmentation, donc beaucoup de références, qui est beaucoup plus simple et sécurisé à faire sur du numérique et qui nous permet donc de répondre aux attentes des clients avec beaucoup plus d'efficacité. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas forcément des jobs que vous ne pouviez pas faire jusqu'à maintenant et que vous pouvez faire maintenant que vous êtes en numérique, c'est plus travailler faire mieux sur en les numérique mêmes... et de manière plus sécurisée et plus simple. Jonathan Alain. Verpac offre une solution digitale depuis 2 ans avec son site de VP37, généralement dans le marché de la beauté, pour les cosmétiques, la parfumerie, le maquillage, tout ce qui est home fragrance, qui est aussi le vin et spiritueux ou l'agroalimentaire de luxe. Et donc, est-ce qu'il y a des types de jobs que le numérique vous a permis d'aller chercher, que vous ne pouviez pas traiter avant ? Particulièrement de répondre au niveau de la sérialisation sur les marchés du maquillage. Le digital permet d'offrir à nos clients, en fin de compte, une souplesse d'exécution et une facilité d'impression de multiréférences. D'accord, donc avec un contenu qui change... Spécifiquement en fonction des ventes du client et du nombre de références. D'accord. Et de la législation des maquillages. Très bien. Quels avantages? Alors là, on a parlé des types de jobs qu'on peut aller chercher. Parlons maintenant des avantages. Quels sont les avantages du numérique dans l'emballage, du point de vue de l'imprimeur d'une part, du point de vue du donneur d'ordre d'autre part? Mathieu Gardère. Alors pour moi, c'est lié. C'est-à-dire qu'il y a une problématique des donneurs d'ordre, c'est la nécessité de massifier les commandes pour obtenir du prix. Ça, c'était avant le numérique. Avec le numérique, on peut se permettre de faire des commandes plus petites, donc des plus petits volumes, mais de les faire à plus haute fréquence, et donc d'éviter les problèmes, par exemple, d'obsolescence des packaging, avec des problèmes réglementaires ou des problèmes de changement marketing sur les emballages, qui créent des problèmes environnementaux et économiques derrière par rapport à l'augmentation du coût et aux déchets à recycler. Et donc du coup, vous pouvez bien vous positionner en prix sur des séries plus courtes et répétées. Alors oui, on se positionne bien en prix, même si forcément c'est toujours un petit peu plus cher de faire des plus petites séries que des grandes séries. Jonathan Alain. La solution d'impression numérique nous permet d'imprimer en fin de compte, de répondre aux exigences du luxe, c'est-à-dire d'imprimer des supports teintés masse, structurés, métallisés, ce qui est une grande facilité avec les presses HP 15K, et ça permet de répondre complètement au marché du luxe. Et ça, c'est quelque chose que vous pouviez moins facilement faire avant ? On peut le faire avec la technologie offset UV dans les autres sites du groupe, mais là, la technologie digitale offre la souplesse et permet de répondre aux petites quantités et aux multiréférences. Philippe Baudet, vous voulez compléter ? Je pense qu'on a à peu près tracé tout ce qui est aujourd'hui possible dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous, chez nos clients, en fait, ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est qu'ils adressent un tout petit peu tous différemment les marchés. Le numérique vient en complément en fait, de leur outil offset, parfois justement pour venir compléter ce sur quoi l'offset va être, on va dire, moins bien disant en termes de réactivité, en termes de service, en termes de souplesse, comme le disait Jonathan à l'instant, mais à la fois aussi aller chercher des nouveaux marchés sur lesquels la technique et la technicité, la technologie de la presse permet de se positionner. Donc il n'y a pas une recette type, chaque imprimeur va utiliser le numérique en complément de ses activités d'une façon différente. Exactement, aujourd'hui c'est ce qu'on constate sur le marché. Alors j'ai une autre question pour vous, Philippe Baudet. Vous voyez les imprimeurs qui viennent vous solliciter pour des solutions numériques. Quel profil d'imprimeur vous voyez? Est-ce que c'est plutôt des transformateurs de carton compact qui sont déjà dans le métier et qui viennent vous voir pour ajouter le numérique à leur palette de technologies, ou est-ce que c'est des imprimeurs commerciaux qui maîtrisent le numérique et qui veulent utiliser le numérique comme passerelle pour aller mettre un pied dans l'impression d'emballage? Vous voyez quoi, vous? Aujourd'hui, les deux. Voilà, très clairement. Les transformateurs, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ont des besoins de réponse à leurs donneurs d'ordre auxquels le numérique va apporter des solutions et donc s'intéressent à nos technologies pour ça.
Mais en particulier pour des marchés très spécifiques. On parlait tout à l'heure de la cosmétique ou de la pharma, qui sont des marchés qui sont très demandeurs de solutions de multiréférence, sérialisation. En parallèle de ça, on voit aussi, et vous l'évoquiez tout à l'heure d'ailleurs dans la première table ronde, nombre d'imprimeurs commerciaux. Qui eux aussi en fait sont, j'allais dire assaillis, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qui ont des demandes récurrentes de packaging en petit volume, plus par, on va dire, une demande locale souvent d'ailleurs, c'est-à-dire des gens qui ont des donneurs d'ordre qui n'ont pas besoin de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de packaging, mais qui ont néanmoins besoin pour leur artisanat ou leur industrie locale d'emballer des produits, et qui ont du mal à trouver parfois une réponse soit rapide, soit, on va dire, économique auprès des transformateurs, et qui du coup se tournent vers leurs imprimeurs commerciaux, qui eux voient ça comme étant une diversification potentielle. Les presses numériques aujourd'hui évoluant en format et en productivité, et ayant des options qui permettent d'adresser le packaging, leur permettent d'attaquer ce marché-là par une autre voie que l'offset traditionnel, sur laquelle ils auront du mal à aller combattre les transformateurs. Ça, c'est sûr. Et vous me disiez en préparant cet échange qu'en fait vous n'en voyez pas tant que ça, que vous voyez surtout des transformateurs de carton compact qui viennent chercher une technologie en complément. Les deux. Voilà, les deux. C'est vraiment comme toujours dans ce cas-là, le plus important, c'est de définir exactement le besoin. Si l'imprimeur commercial a une fois de temps en temps une demande d'emballage, la technologie numérique va y répondre, mais il faut que ça s'inscrive dans vraiment une stratégie commerciale de diversification. Alors s'il est équipé, très bien, sinon c'est un petit peu compliqué. Derrière ça, chez les transformateurs plus classiques, on va dire aujourd'hui non équipés en numérique, c'est plutôt les donneurs d'ordre qui vont, on va dire, avoir des besoins et des services sur lesquels le numérique va commencer à apporter des réponses intéressantes. Alors, je crois qu'on sera tous d'accord sur le fait que les transformateurs de carton compact n'ont pas la même maîtrise, n'ont pas la même expérience du numérique que les imprimeurs commerciaux qui sont déjà dedans depuis une quinzaine d'années. Mathieu Gardère, vous faites du numérique depuis combien de temps en fait ? Depuis fin 2016, début 2017. D'accord, donc ça fait quelques années déjà. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un imprimeur d'emballage pour réussir sa transition vers le numérique ? C'est quoi les points de vigilance ? Autour du numérique, il faut surveiller la capacité à gérer les commandes beaucoup plus nombreuses, puisque c'est des plus petits volumes. Donc un ERP agile qui soit assez souple pour gérer ça, des flux de production pré-presse également adaptés à la multitude des dossiers à gérer. Et après, la chaîne de finition et la logistique qui, elle aussi, se complique par le nombre des dossiers à traiter. Vous me disiez, je crois, quand on va en numérique, on passe de 1 à 3 jobs à traiter dans la journée à 15 ou 20. Oui, c'est ça, ou beaucoup plus. Donc il y a un gros gap. Oui. Il y a un gros écart et donc il faut avoir la structure informatique pour absorber tout ça. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'il faut muscler la gestion de commandes en amont ? Oui, il faut anticiper pour être sûr de pouvoir le gérer. Alors essentiellement par les outils qui existent en général dans les entreprises, mais vérifier qu'on est dans le process actuel de l'entreprise, qu'on est capable d'évoluer dans la fréquence, pour pas que ça pose un goulet d'étranglement alors qu'on a un outil qui peut produire derrière. Jonathan Alain, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel conseil vous donneriez à un confrère ? Déjà, un confrère, il faut qu'il prenne en compte le format des emballages qu'il produise ou qu'il souhaite vendre à ses clients, et aussi les quantités, parce que le numérique ne peut pas forcément répondre à ces besoins-là actuellement. Quand on sort d'un format maximum de la HP 15K, c'est difficile d'y répondre. Donc ça, c'est quand même le premier paramètre qui me paraît essentiel. Après, la souplesse d'exécution, la facilité de réalisation d'un modèle zéro ou d'une impression type pour satisfaire le client, ça, ce sont des atouts qu'il faut mettre en avant pour quelqu'un qui se lance dans le digital. Philippe Baudin, vous compléteriez ? Moi, je compléterais aussi en indiquant que réfléchir à un investissement dans le digital, c'est également, bien évidemment, avoir des besoins
technique, mais ça doit s'accompagner d'une stratégie commerciale. Le numérique aujourd'hui ne s'inscrit pas comme étant un remplacement de l'offset au niveau de l'emballage, mais plutôt comme un complément de l'offset, et qui vient donc parfois le remplacer, ce qu'on disait tout à l'heure sur les très courts tirages, qui permettent de re-rentabiliser des jobs qui sont un petit peu compliqués à rentabiliser en offset, mais également d'aller chercher des marchés spécifiques qui répondent à des besoins spécifiques. Et donc là, il faut avoir ça à l'esprit et intégrer ce projet-là avec cette stratégie commerciale. Donc penser sérialisation, comme on le disait tout à l'heure, et aller voir des clients pour qui ça peut être un besoin. Services, besoins, exactement, qui sont aujourd'hui pas adressés par les technologies conventionnelles. À vous entendre les uns et les autres, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas tellement l'impression en elle-même qui change, c'est tout ce qui vient autour. Préparation en amont avec un flux de gestion de commande efficace et robuste, finition, capacité à aller vendre les bons produits aux bons clients, c'est beaucoup ça qui se joue en fait. Ce qui fait que le numérique se développe, de toute façon, c'est alors bien évidemment le fait que la technologie arrive au niveau d'exigence du marché en termes de qualité d'impression, c'est un premier point. Sans ce point de départ, de toute façon, on ne développe pas. Mais autour de ça, c'est surtout l'évolution des besoins et des demandes des donneurs d'ordre qui font que le numérique vient s'inscrire dans ce développement du packaging aujourd'hui. D'accord. On parlait de la place du numérique chez les imprimeurs commerciaux tout à l'heure. Bon, ils sont tous passés à du numérique sous une forme ou sous une autre depuis bientôt une quinzaine d'années. Dans l'emballage, on n'en est pas du tout là. Où on en est dans la transition du marché de l'emballage vers le numérique? Vous me disiez, Philippe Baudet, il y a quelque temps que, je crois, moins de 5% des imprimeurs sont équipés maintenant. Oui, alors c'est effectivement, aujourd'hui, on est encore sur un marché qui est en démarrage, même si ça fait quelques années que les presses aujourd'hui investissent le marché pour adresser l'emballage. Néanmoins, il faut un petit peu de temps, comme ça a été le cas d'ailleurs à l'époque dans l'étiquette ou il y a de nombreuses années dans l'impression commerciale. Ce qui fait que ça se renforce, c'est bien évidemment le fait que la technologie, comme on le disait, arrive au niveau aujourd'hui exigé par le marché déjà. Le format qui a grandi, c'est-à-dire que l'emballage s'est dirigé un peu plus vers le numérique lorsqu'on est passé sur le format B2. Tant qu'on était sur le format SRA3, c'était quand même un petit peu compliqué. Ça rejoint ce que disait Jonathan tout à l'heure sur le fait qu'il faut quand même des petites boîtes pour, dès qu'on est sur des grands packaging, on a un petit peu plus de mal. Ensuite, il y a beaucoup aujourd'hui de marchés qui s'y intéressent pour d'autres raisons. Bien évidemment, les capacités de sérialisation. La pharma, par exemple, qui est vraiment un marché qui se développe beaucoup en numérique aujourd'hui, qui permet de remplacer des sérialisations qui se faisaient avant offline sur les lignes de conditionnement, qui peuvent être faites directement au moment de l'impression. La protection du produit également, la traçabilité, qui est pareil, qui sont des opérations complexes à gérer en conventionnel, mais qui peuvent être faites directement en numérique. Le côté environnemental, RSE, l'empreinte carbone d'un job imprimé en numérique est bien moindre que celui imprimé en offset. Et donc, aujourd'hui, dans les demandes des donneurs d'ordre, ce paramètre devient de plus en plus important. Donc voilà, toutes ces raisons font que le numérique va continuer de se développer, mais que c'est venu un petit peu plus tard que sur l'étiquette ou sur l'impression commerciale. Marion Amelino, je vais vous laisser le mot de la fin. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, le numérique chez les imprimeurs commerciaux, c'est plutôt un marché de renouvellement et que le vrai relais de croissance maintenant, c'est dans l'emballage? Alors, je vais aller un petit peu plus loin sur la conclusion, Édouard. Aujourd'hui, on a des tendances de marché qui sont drivées par les générations X, Y, Z et maintenant l'arrivée de la génération Alpha. Et ces générations, finalement, ont tout en commun 3 points. Le premier point, c'est la demande et les attentes envers les marques de la personnalisation. Le second, ça va être le sujet responsabilité environnementale. Et le troisième, c'est la responsabilité sociétale. Je fais la différence entre les deux. Ensuite, on va avoir quelque chose qui est très important et dont on ne parle pas assez, c'est qu'aujourd'hui, pour les marques, le packaging, c'est le deuxième vecteur le plus efficace de leur communication. Ça, c'est une étude qui a été menée par les Cannes Lions, je n'invente rien. Ensuite,
Je vais vous annoncer des chiffres qui viennent d'une étude qui s'appelle Smither and Pira. Donc cette étude, elle couvre la période de 2019 à 2029 pour des projections. La projection, c'est une croissance de 65% des impressions numériques sur une période de 10 ans pour l'ensemble des marchés. Et pour le milieu de l'emballage, ça correspond à une croissance sur 10 ans de 418%. Donc je pense que par ce chiffre, je réponds à la question du positionnement de l'impression numérique dans l'emballage pour les personnes qui sont dans l'impression. D'accord, donc il va falloir que je prenne des actions chez HP alors. Exactement. Très bien. Et ben, c'est la fin de cette table ronde. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Merci beaucoup. À vous tous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Web TV Caractère.